il n'y aura pas de changement, il n'y aura pas de modification de la situation si vous ne vous interrogez pas et que vous ne travaillez pas ce qui vous place en interaction avec vous-même. Qu'est-ce qui se passe pour vous dans cette situation? Quelle est la façon dont vous vivez le problème ou la situation? Donc, ce qui se passe dans vos interactions avec les autres, parce qu'on replace la personne dans un écosystème, dans un éco-socio-système, un système naturel et social, de ses relations professionnelles, personnelles, amicales, etc. Et de replacer ça dans quel est le sens, quelle est la contribution, quelle est la place que ça prend dans une évolution du monde de façon plus globale, pour se sentir acteur, actrice d'un projet de société finalement. Back to Earth, la chaîne du retour à la Terre. Aujourd'hui en podcast, Élise Levinson, facilitatrice stratégique chez Sol et Civilisation. Après un certain nombre de révolutions de l'humanité, donc il y a eu une révolution cognitive où l'être humain a développé des capacités intellectuelles, des capacités de compréhension, de connaissance, des capacités aussi à s'outiller pour agir dans le monde. Après une révolution agricole, donc qui a eu lieu au néolithique, où l'être humain a investi le monde au travers de son alimentation et a développé une capacité à pouvoir prévoir, anticiper sa capacité à se nourrir, à produire lui-même son alimentation. Et puis plus tard, les révolutions scientifiques, techniques, technologiques, donc cette fameuse modernité qui a été du coup pourvoyeuse d'un certain nombre de bienfaits en termes de médecine, de santé, en termes de confort, en termes de sécurité aussi. Eh bien, il y avait ce besoin d'opérer une nouvelle révolution qui soit moins sur le fond que sur les relations. C'est-à-dire comment est-ce que l'on peut être ensemble dans le monde, être ensemble les uns avec les autres et être aussi avec soi-même dans des relations qui permettent d'explorer de nouveaux modèles de vie, de nouveaux modes de vie, de nouveaux modes de pensée, etc. Et qui nous permettent aussi d'apporter des réponses et des solutions aux problèmes qui se présentent à nous et pour lesquels on a besoin quelque part d'un changement de type 2, c'est-à-dire d'un changement pas uniquement des outils qu'on va mobiliser, mais aussi de la façon dont on va les mobiliser. Donc la révolution relationnelle, c'est un peu une proposition, l'idée de se dire si je questionne à la fois qui je suis et ce que je fais, et ce que l'on fait aussi ensemble au niveau collectif, c'est d'ouvrir ce champ de la relation, c'est-à-dire voir que 1 plus 1 égale 3, c'est-à-dire qu'on a des éléments, que ce soit des éléments des êtres humains ou des éléments naturels, des animaux, des cours d'eau, des montagnes, voilà, tout ce qu'on veut. On a ces éléments-là. Et puis, il se passe quelque chose dans l'interaction entre ces éléments. Et ce qui se passe dans l'interaction entre ces éléments est presque aussi important que les éléments en eux-mêmes. Donc en fait, c'est mobiliser notamment la pensée complexe que Edgar Morin a beaucoup investi, sur laquelle il a beaucoup écrit, mené une recherche très approfondie. C'est voir comment est-ce que cette pensée complexe peut venir enrichir et compléter une pensée qui est plutôt, si on simplifie, celle de Descartes, qui est une pensée rationnelle, analytique, qui va découper le monde en briques élémentaires pour comprendre finement et à différentes échelles ce qui se joue dans chacune des briques de notre univers, de notre environnement. Morin, ce qu'il dit, c'est que le monde ne s'explique pas uniquement quand on a compris chacune des briques qu'il compose. Bien sûr, c'est important de connaître les briques. On a besoin de savoir, d'avoir des données, qu'elles soient génétiques, biologiques, microbiologiques, etc. Mais on a aussi besoin de savoir comment est-ce que ces briques entrent en interaction les unes avec les autres et qu'est-ce que ces interactions créent et génèrent.
Si je prends une petite illustration qui me plaît bien, c'est que si on reste sur l'histoire des briques, mettons que vous avez un tas de briques au fond de votre jardin, vous avez un tas de briques. Si de ces briques, vous construisez un mur, ou si de ces briques, vous construisez un banc pour les amoureux qui passent dans votre jardin, vous voyez qu'il ne se passe pas la même chose en fait. Et pourtant, c'est les mêmes briques. Et vous les connaissez par cœur, ces briques. Vous en connaissez la forme, vous connaissez la couleur, vous en connaissez la matière. Pour autant, les relations que vous allez développer entre ces briques vont créer une émergence dans la forme que vous allez donner, dans la façon dont vous allez les agencer, qui va créer une réalité ou une toute autre réalité. Soit vous coupez de votre voisin, soit vous coupez du vent, soit créer une niche pour votre chien, ou encore une fois un banc pour se poser là et être là au milieu du jardin. Donc la révolution relationnelle, c'est proposer de se mettre dans cette disposition à la fois d'esprit, mais aussi de présence et d'attention à ce qui se passe dans les relations. Et là, il y a, selon moi, 3 catégories ou 3 types de relations, alors qui sont elles-mêmes très étroitement liées et en interaction. C'est la relation à soi, c'est-à-dire, donc c'est tout le champ de la connaissance de soi, de la capacité aussi à être en connexion et en présence à ce qui se passe pour soi dans sa vie, dans chaque moment et de façon générale dans ce que l'on a envie d'être et de faire dans le monde. Donc c'est presque pour moi un champ de recherche en tant que tel que chacun peut investir. C'est le champ de la relation à l'autre, aux autres. Donc là, c'est comment est-ce que j'entre en contact avec l'autre, qui je peux être pour lui, qui il peut être pour moi et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Donc c'est dans une relation à 2, mais c'est aussi une relation à plusieurs. Donc ça ouvre tout le champ de la réflexion, de l'action ensemble, l'action collective, l'action commune, du fonctionnement de nos institutions, de nos systèmes politiques, de nos organisations, que ce soit des associations, des entreprises, etc. Et puis, il y a le champ de la relation au monde, donc la relation à la nature, aux écosystèmes, à ce qui se passe dans le monde comme phénomène aussi à la fois naturel mais aussi phénomènes sociaux. Donc développer aussi cette capacité à être attentive à ce qui se passe en dehors de soi et dans l'interaction à soi. Comment est-ce qu'on reçoit tout ça et comment est-ce qu'on a envie d'être acteur et citoyen du monde. C'est vrai que c'est aussi à la fois un concept et puis presque un postulat dans l'accompagnement, dans la mesure où, ça peut être explicité grâce à ces mots-là. En tout cas, moi, ça me permet d'expliciter ce qu'on va travailler dans l'accompagnement, que ce soit un accompagnement individuel, un accompagnement collectif ou un accompagnement de territoire ou de filière agricole et alimentaire. Le fait de se dire que de façon explicite et intentionnelle, on va aller chercher à comprendre ce qui se joue dans les interactions. Dans les interactions de chacun avec la question qui est posée, que ce soit une question peu importe, une question de qualité de l'eau, de paysage dans un territoire, une problématique de pollution, ou quelle qu'elle soit, de se dire comment est-ce que vous entrez en relation avec cette réalité-là, avec cette question-là. Et c'est ça qui nous intéresse, de voir ce qui se passe entre vous et ce territoire, cette problématique, ce sujet-là. Et puis, de façon explicite aussi, on leur dit, on cherche à comprendre ce qui va se jouer entre acteurs, entre vous et les autres, et entre les autres, même si on vous extrait qu'on vous place en situation d'observateur, qu'est-ce qui va se jouer entre vous et qu'est-ce qui va se jouer entre vous vis-à-vis de cette réalité du vivant. Et en fait, c'est là-dessus que l'on estime qu'il y a des ressorts de changement possibles, puisque je constate au travers de mes accompagnements qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont dans cette posture de
d'avoir ou de vouloir recréer du lien entre une diversité de profils, de projets, d'envies sur des sujets qui sont agricoles, alimentaires, environnement, de compétences dans les territoires, etc., etc. Donc j'avais envie de transmettre ce qui, moi, m'apparaissait comme un peu des clés. Alors c'est bien plus complexe que des trucs et astuces, évidemment, mais voilà, un peu un accompagnement, une aide à pouvoir investir la relation en tant que telle. S'il y avait 10 clés pour contribuer à créer du lien, à recréer du lien dans la société aujourd'hui, quelles seraient ces 10 clés ? Alors il y en a 10, mais ça peu importe en fait. Il y en a une par exemple qui me tient particulièrement à cœur, c'est d'être dans le développement de sa capacité d'écoute. Pourquoi l'écoute ? Parce qu'il me semble que la relation, elle commence par là. Là où on est largement habitué à s'exprimer, à prendre une place dans l'espace de parole, à convaincre l'autre, à apporter de l'information ou de l'idée en pensant que c'est ça qui va contribuer à la relation et qui va contribuer aussi à un changement, en particulier de la part de l'autre. Il me semble que l'écoute est aussi, ou peut-être même plus, un facteur de changement et un facteur de réussite dans la relation. Or, écouter, on n'a pas vraiment appris à le faire, en fait. Écouter, c'est très déstabilisant parce qu'on a l'impression d'être dans une position passive quand on écoute, que ce soit quand on s'écoute soi-même, quand on écoute l'autre ou quand on écoute la nature. Alors qu'en fait, c'est une posture active. C'est une posture qui consiste à être extrêmement présent, vigilant à ce qui se passe, à ce qui est dit, à ce qui nous arrive, tout en étant dans l'accueil presque inconditionnel de ça. Donc ça, c'est une des 10 clés. Comment est-ce qu'on peut travailler son écoute, son attention concrètement ? Il y a des clés aussi autour du faire ensemble, avec tout un tas de réflexions qui sont développées, donc qu'on développe à Sol et Civilisation, mais plus largement, par exemple, autour de la distinction entre l'action collective et l'action commune. Donc, où l'action collective va consister à, quand on est un groupe, à déléguer une prise de décision ou une action à une personne ou à une structure, une organisation en particulier, là où l'action commune va chercher à mobiliser chacun dans une action sur la base de sa volonté, de son action volontaire et de là où il part et de ce à quoi il a envie de contribuer. Donc on est sur presque des fonctionnements politiques très très différents. Donc il y a des choses autour de ça. Il y a des choses dans les clés aussi autour du processus. Donc quand on est, on va dire, en mode révolution relationnelle, il y a quelque chose qui se joue dans la conciliation entre le fait de se fixer un certain nombre d'objectifs dans l'action et le fait d'être ouvert aussi à l'imprévu et à l'adaptation au fil de l'eau, au fil du chemin pour avancer en fonction de ce qui se présente aussi à ce moment-là. Donc voilà, il y a cette idée de cheminement avec une interview très intéressante de Fabienne Cottré qui mobilise notamment la marche à pied concrètement pour accompagner des changements. Voilà, et puis il y a aussi des choses qui tournent autour dans les fameuses clés du livre, de réinterroger son propre parcours, à la fois de vie, mais aussi son parcours professionnel, pour petit à petit voir comment est-ce que l'on peut donner ou trouver du sens à cette position un peu particulière qui consiste à investir les relations. Qu'est-ce qui s'est joué pour les uns et les autres dans son parcours de vie, dans son parcours professionnel, qui vient entrer en résonance avec cette posture-là
qui met le doigt sur les relations. Et notamment, on a mené un certain nombre d'entretiens dans un programme de recherche auprès de facilitateurs de territoire, donc ces personnes qui vont être dans cette posture de créer du lien entre des acteurs très divers pour un projet ou pour résoudre un problème. Et quand on leur a demandé qu'est-ce qui les avait amenés là, finalement, dans cette posture un peu particulière, ils ont presque tous fait référence à des expériences de choses qui se sont passées dans leur enfance ou dans leur adolescence, dans la façon dont ils ont construit des relations autour d'eux, au niveau familial, au niveau amical, social, etc. Et comment ça les avait conduits à être dans cette posture particulière de facilitateur. Donc c'est aussi, à travers ce livre, pour moi, l'envie, la possibilité pour les lecteurs et les lectrices d'ouvrir la possibilité de voir comment se font les liens entre leurs engagements professionnels et leur vocation ou leurs aspirations personnelles. Parce que finalement, quand on ouvre ce champ-là de la relation, on ouvre aussi la possibilité à ce qu'il y ait des choses qui se jouent dans l'interaction entre le pro et le perso. Et comment est-ce qu'on, finalement, on arrive à trouver sa place, que ce soit à travers une activité professionnelle ou à travers des projets de vie, trouver sa place et une articulation entre ces différentes dimensions de vie. Parce que peut-être que par le passé, il était plus facile ou plus évident de séparer sa sphère professionnelle et sa sphère personnelle. Aujourd'hui, les frontières sont de plus en plus floues pour tout un tas de raisons, parce qu'on a les outils numériques et qu'on reçoit ses mails sur son téléphone personnel, ou que ce soit parce que de plus en plus on a envie d'avoir des métiers à vocation, dans lesquels on met aussi toute sa passion, toutes ses convictions. Et donc du coup, comment on trouve cet équilibre pour être à l'aise, entre guillemets, que l'on soit plus dans sa sphère pro ou dans sa sphère personnelle. Donc voilà, c'est aussi ouvrir la possibilité de ça. Pour moi, ça fait partie des clés pour trouver et donner du sens dans cette posture particulière.